bonjour à tous. Je crois que j'ai la lourde charge de terminer une très belle journée. J'ai compris que ça avait été très intéressant et malheureusement, je n'ai pas pu être avec vous. J'en suis désolée. Donc, je vais essayer d'aller vite et bien pour vous raconter l'histoire qu'on a traversée chez Panzani avec la gestion de crise des pâtes. Et bien sûr, n'hésitez pas avec toutes les questions que vous voulez. Donc, je vais passer au travers de différentes choses. Ce qu'on a vécu chez Panzani, c'est 3 crises et ce que j'ai appelé 4 flambées. C'est-à-dire que tout a démarré en mars 2020. Je ne vais pas vous raconter, vous l'avez tous vécu, etc. Mais ce qui s'est passé pour nous, précisément, c'est qu'à partir du moment où on a parlé de confinement, le 1er mars, les gens ont commencé à se trouver dans les magasins et à faire des stocks de précaution, de pâtes et de papier toilette. Et la conséquence a été 70% de ventes en plus pendant 6 semaines. La deuxième vague, telle qu'on l'a vécue nous, a été en novembre. Et là, de nouveau, deuxième confinement, de nouvelles ruées dans les magasins et de nouveau, plus 35% de ventes pendant 3 semaines. Ça, c'est ce qu'on a appelé la première crise, la crise Covid. On a enchaîné en août 2021 avec une sécheresse record au Canada qui a fait baisser de 30% la récolte de blé dur. On a beaucoup parlé de l'Ukraine et du blé tendre. Et là, on est bien sur un blé qui n'est pas le même, qui est cultivé principalement au Canada, aussi un peu en France et dans le Maghreb. Et donc, ce dôme de chaleur a coupé la récolte de blé dur, créant une pénurie de blé dur dans laquelle Panzani est toujours, puisqu'on attend la récolte qui a démarré là ces derniers jours. Et donc, de nouveau, là, c'est pas les clients qui se sont rués dans les magasins, c'est les distributeurs qui ont eu peur d'une montée des prix, parce qu'évidemment, qui dit pénurie dit tentative de monter les prix, et donc qui ont largement fait des appels d'air au mois d'août l'année dernière de 20% pendant 4 semaines. Et enfin, la troisième crise a été, comme j'imagine pour la majorité d'entre vous, la guerre en Ukraine, qui a provoqué, là encore, une nouvelle ruée dans les magasins, toujours sur les produits les mêmes, et donc les pâtes. Et là, ça a correspondu à 20% d'augmentation pendant un mois, qui était donc, en fait, une surcouche par rapport à ce qu'on était déjà en train de vivre avec la pénurie de blé dur. Voilà. Donc, 3 crises et 4 flambées en 2 ans. Voilà le contexte. Donc, si on passe à la suivante. Voilà, ça donne en graphe, hein, vous voyez les petits pics et puis les quatre éléments dont je vous parle. On avait eu aussi un petit Covid-2, mais bon voilà. Donc 4 flambées en 3 ans, sans transition. Et alors si un commentaire additionnel sur cette charte quand même, on a aussi quand on se parle de grande distribution, 2 niveaux de réaction. C'est-à-dire qu'on a d'abord le rayon des consommateurs qui vide les rayons des distributeurs, puis la réaction des distributeurs à ce phénomène de leurs consommateurs qui, eux, peuvent l'amplifier en allant à nouveau surstocker ou déstocker. Et donc, en termes de management de crise, c'est très compliqué parce qu'il faut qu'on anticipe les 2 niveaux et les réactions des 2 personnes. Donc, très clairement, par exemple, pendant le Covid-1, la question qu'on s'est posée, c'est les consommateurs ont vidé les rayons, les distributeurs veulent des pâtes, mais est-ce que les consommateurs ont mangé ou pas les pâtes qu'ils ont consommées, sans quoi ça veut dire que ça va très très vite se terminer. Et là, on a lancé des études Kantar notamment pour aller vraiment sonder et s'apercevoir que oui, pendant le confinement, effectivement, la consommation de pâtes avait aussi augmenté probablement de 30%, quand je vous dis que les ventes distributeurs avaient augmenté de 70%. Donc, il y a une espèce de double cliquet qui a rajouté encore de la complexité sur la gestion de crise. Et ce que l'on vous dit là aussi, évidemment, en termes de prévision de vente, qui a été un des sujets majeurs, aucun schéma reproductible, très, très difficile d'anticiper les demandes à venir. Et donc, je vous passe le reste. Vous le savez, quand on n'a pas de prévisions de vente qui sont fiables, ça devient un peu cauchemardesque à gérer. Voilà, donc ça, c'est en chiffres. On peut passer rapidement, mais donc c'est des volumes très, très conséquents. On a fait, vous aurez compris, une très belle année en 2020 sur les volumes chez Panzani. Et vous voyez là aussi l'explosion des volumes par rapport à ce qu'on avait pu faire avant. On peut avancer. Voilà. Alors, premier point, je pense que cette gestion de crise a été pour nous très révélateur d'un positionnement, alors qui était déjà ancré chez Panzani, de la supply chain et de son rôle central. Mais là, vraiment, on a pris le lead. C'est-à-dire que le 1er mars 2020, première décision, j'ai créé une cellule de crise alors qu'on avait déjà défini dans un processus de gestion de crise qu'on avait écrit précédemment, mais jamais vraiment activé à ce niveau-là. Puisque là, on s'est mis en position d'avoir des meetings quotidiens. Ça a duré 6 semaines. Et pendant ces meetings, donc là, la supply chain était au tableau, on va dire, avait la main sur le contenu. Mais surtout, le point très important, c'est qu'on avait fait en sorte de représenter toutes les directions de l'entreprise. Et ça,
ça a été vraiment un élément extrêmement fort de la façon dont on a géré cette crise, puisque notre DG était avec nous, mais aussi l'ensemble des directeurs et des N-1 CODIR. Et ça nous a permis de prendre des décisions quotidiennes et collégiales. Alors, quand on a fait le premier Retex après le premier Covid, on s'est dit qu'on n'avait peut-être pas toujours pris les bonnes décisions. En tout cas, tous les soirs, de façon très claire, on se disait, bon, voilà les éléments dont on dispose, voilà les décisions qu'on a à prendre, on y va, on n'y va pas, et on assume. Et ça, vraiment, j'y reviendrai après parce que cette crise ce point de confiance et de décision instantanée a été extrêmement disrupteur pour nous parce que c'était absolument pas notre façon de gérer. Et là, face aux éléments, on n'avait pas d'autres façons de le faire que ça. Donc, en conclusion, je dirais que la supply chain a vraiment été ce chèque d'orchestre du business, puisque, et là aussi, j'imagine que vous voyez bien ce que je veux dire, on a savouré le fait de dire que pendant quelques semaines, la seule priorité de l'entreprise, c'était d'approvisionner des matières, de fabriquer et de livrer avec un quoi qu'il en coûte. C'est-à-dire qu'on a eu vraiment une espèce d'appel d'air où c'est une solidarité complète de la société sur on doit nourrir la France, il faut qu'on fournisse des pâtes et c'était vraiment la seule priorité du business que de fournir et de livrer nos clients. Et donc, quelques exemples de décisions et de leviers d'action à fort impact, parce qu'une fois qu'on avait créé une cellule de crise, une fois qu'on voyait nos chiffres de vente s'enflammer, une fois qu'on avait mis tout le monde autour de la table, il a fallu, je vous parlais de décisions collégiales, quelles ont-elles été? Alors, d'abord, quelques principes de gestion qu'on a posés très, très en amont, en disant, et c'est la première décision qu'on a prise, on a dit, vu ce qui nous arrive dans la figure, si on laisse l'assortiment tel qu'il est, on ne passera pas. Et donc, la première décision qu'on a prise a été de diviser par deux l'assortiment. Ça nous a sauvés puisque ça a permis à nos usines de développer des quantités, de produire des quantités phénoménales. Et ça a été vraiment la première et aussi la très bonne décision. Alors, la bonne décision qu'on a prise parce que on verra que peut-être on a peut-être réduit trop massivement l'assortiment. On était tellement pas paniqué, mais inquiet de ce qui allait arriver, que peut-être qu'on a tapé trop fort. Et c'est pour ça que dans les autres décisions, lors des autres flambées, on a décidé de ne pas réduire l'assortiment. On a arrêté les promotions. On a priorisé, bien sûr, le fonds de rayon par rapport à la promotion. Et on a aussi priorisé nos réseaux de distribution, les uns par rapport aux autres. Donc, on a priorisé très clairement la GMS France. Par rapport à nos réseaux de vente à l'international. Et puis après, bien entendu, comme tout le monde, le réseau food service RHF étant à l'arrêt, les volumes ont été rebasculés. Et puis, on a décidé de passer en processus de fonctionnement très dégradé de la prévision à la livraison. Donc, clairement, on a défini l'assortiment, on a produit et on a poussé chez nos clients. On a laissé tomber les preuves de vente. De toute façon, elles étaient très, 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 très fausses. Et on a laissé le lead, on a laissé la bride sur le coup à nos usines. Et après, on a proposé à nos clients des camions prédéfinis avec ce qu'on avait. Et sachant que l'objectif, c'était vraiment de remplir les camions. Et nos clients voulaient des pâtes. Ils voulaient pas tel type de pâte, telle référence. Ils voulaient des pâtes. Donc vraiment, on a changé complètement le sens de fonctionnement de notre supply chain. Et bien sûr, on a aussi largement dégoulotté nos capacités de chargement. Ça a pris 10 jours. Mais notre prestataire logistique, coup de chapeau, en tout cas son organisation, a été extrêmement bon là aussi sur le dégoulottage des capacités parce qu'une fois qu'on avait dégouloté la production, bien entendu le goulot suivant était dans nos entrepôts et on a eu un boost phénoménal des capacités de production de notre logisticien. Rapidement, une journée de type de Créus, mais on va pas s'étendre dessus. On avait vraiment cette routine extrêmement bien suivi, qui faisait que à 8h30, on débriefait nos équipes, notamment nos équipes supply chain, du point qu'on avait eu la veille, puisque notre meeting de crise était quotidien et était à 17h. Et donc, le lendemain matin, on débriefait les équipes avec le déroulé des actions qu'on avait à suivre. On a aussi participé, et je salue aussi ce qui avait été organisé au niveau de l'État à ce moment-là, à des points avec l'ANIA qui avait lieu 3 fois par semaine et qui remontait les informations des industriels, chose qui faisait aussi en parallèle avec les transporteurs et chose qui faisait aussi en parallèle avec les distributeurs. Et les trois parties prenantes là étaient consolidées ensuite au ministère qui a essayé vraiment de mettre de l'huile dans les rouages autant qu'il a pu sur des façons de rouler ou pas le week-end et les jours fériés, la flexibilité aussi sur les heures de travail pour vraiment faire en sorte que l'industrie fasse le maximum. Et j'y reviendrai après aussi, mais vraiment, vous savez qu'on peut avoir des relations souvent tumultueuses avec la grande distribution et là,
il y a eu une espèce de paix des braves qui a été mise en œuvre. Avec tout le monde a posé les armes. On a eu d'ailleurs un moratoire sur les pénalités qui a duré pendant 3 mois. Et vraiment, le seul enjeu de l'ensemble de ces parties prenantes était bien de faire en sorte que les magasins soient approvisionnés. Voilà. Alors, justement, je vous parlais des parties prenantes. Donc, sur les équipes internes, on a eu, je l'ai appelé sentiment de transcendance. En fait, vraiment, que ce soit nos collaborateurs dans les usines, et Dieu sait si les premiers jours de mars, ça a été compliqué puisqu'on leur a fourni des masques en tissu qui étaient agrippés derrière les oreilles avec des élastiques impossibles. On ne savait pas exactement comment c'était cette maladie, les impacts, etc. Et on a eu un taux d'absentéisme alors qui est monté, hein, certes, mais qui n'a pas dépassé les 10%. Qui était vraiment une superbe performance. Et vraiment, donc, que ce soit de nos collaborateurs dans les usines et de l'ensemble des équipes au siège, il y a eu une solidarité maximale qui a été mise en œuvre. On a, par exemple, donc une équipe supply chain qui était complètement sous l'eau, hein, avec la relation client, les chargements, les plannings, etc. Et donc, assez spontanément, d'autres services dans l'entreprise sont venus nous dire on va vous aider. On est prêt, on va vous faire des camions, on va vous aider avec la relation fournisseur, on va vous aider avec la relation client, etc. Soit des anciens de la supply chain, soit des fonctions connexes sont venus vraiment nous donner du temps et nous donner de l'énergie. Et vraiment ça, alors on a fait tomber les murs de façon incroyable, alors que dans une période normale, ça aurait pris des semaines. Donc vraiment transcendance de l'ensemble de l'organisation qu'on a aussi entretenu avec une communication extrêmement rythmée de tous les niveaux, montantes et descendantes. Et ça aussi, ça a été assez incroyable, mais surtout apporteur de valeur dans la gestion de crise. Sur les fournisseurs, pareil, on a eu des communications quotidiennes avec les achats qui sont montés au front là, avec nos fournisseurs, avec des décisions, des plans d'action, etc., extrêmement rythmés aussi de leur part. Puis enfin, sur nos clients, on a développé d'un seul coup, comme jamais on aurait pu l'espérer, une relation client incroyable avec nos clients distributeurs français. Alors Teams nous a aidés, parce que d'un seul coup, on n'avait plus à se déplacer, perdre du temps dans les transports. Et on a vraiment développé un relationnel incroyable avec nos clients pour essayer de trouver des solutions et les mettre en œuvre. Et alors j'ai mis ça sous forme de boutade, mais on a quand même reçu une vidéo de remerciement du PDG d'Intermarché pour ce qu'on avait pu faire pour fournir les rayons. Et j'ai appelé ça le Graal parce que c'est vrai que c'est assez rare d'être remercié par nos clients et donc ça nous a fait vraiment très plaisir. Après, effectivement, l'enjeu, ça a été, comme vous avez vu que ces crises se sont succédées, quand on a eu vécu Covid-1, on s'est dit, bon, bah, c'est bon, tout va revenir à la normale. On a fait un retour d'expérience en juillet, août, et on s'est dit, tout va bien se passer, on a appris beaucoup de choses, on va faire plein de choses, voilà. Et en fait, ça nous a aidé pour passer Covid-2 et puis pour passer les deux autres flambées. Donc, et notamment le rétexte de la première vague était que, en termes de structuration de l'information, on avait perdu beaucoup trop de temps à comprendre nos ventes, nos projections, comment tout ça s'articulait selon les produits, les références. Et donc, on a automatisé un certain nombre de choses qui n'étaient pas faites jusque-là et qui nous a donc aidé à passer les vagues suivantes. Pareil aussi, je vous ai parlé de la vraie consommation de notre client externe. On a appris à acheter des données alors qui en temps normal peuvent coûter cher et qu'on n'achète pas, mais qui là été indispensable. Et donc, on a appris à manipuler ces données de conso externe à la semaine pour pouvoir mieux dimensionner nos prévisions et nos planifications dans la foulée. Et puis, on a appris aussi sur les modalités de passage des commandes très hétérogènes de nos clients, qui fait que dans les commandes suivantes, on a proposé des choses beaucoup plus formatées à nos clients pour faciliter aussi la prise de commande. Parce qu'une fois que nos clients nous avaient dit livrez-nous des pâtes, ils avaient chacun un processus de commande assez différent qui fait que ça rendait pour nous très difficile le traitement et qu'on a par exemple des clients qu'on a livrés en camion partiel parce qu'on ne s'était pas ajusté suffisamment sur les marchandises qui étaient disponibles chez nous, qui continuaient à passer des commandes sur un assortiment qui avait déjà été réduit, qu'ils n'avaient pas nécessairement pris en compte. Et tout ça, c'était autant d'ajustements qui n'avaient pas été faits et qui, au final, pénalisaient le résultat. Et donc ça, on l'a vraiment mis dans le dur sur les crises suivantes.
On a aussi tellement aimé ces points hebdo qu'on les a continués. Et bien nous en a pris puisque à l'été 2020, on commençait à se dire ah ben non, on va pouvoir les lever. Et puis on a vu la rentrée, la reprise de Covid, et finalement on les a pas levés et on est resté sur des points hebdo qui ont permis, en plus de notre processus SNOP plutôt bien rodé, de piloter à la maille hebdo tous les événements et nos fameuses quatre flambées. Et après, et d'ailleurs, le processus SNOP, on n'a pas pu le tenir pendant 2 mois. En mars-avril 2020, on n'a pas pu le tenir. C'était tellement incroyable qu'on l'a pas mis en place. En revanche, on l'a remis en place à partir du mois de mai, mais il venait encapsuler nos réunions de crise régulières et l'un et l'autre se complémentaient assez bien. Et puis, effectivement, ce que je vous disais sur la structuration du contenu des réunions de crise par rapport aux données de clés, et puis bien intégrer aussi comment on pouvait gérer nos clients dans nos propres prises de décision, chose qu'on avait assez mal fait dans le Covid-1, puisqu'on avait produit et poussé, et au Covid-2, on a fait un peu différemment. Donc, pour en arriver directement à la conclusion, je dirais que pour produire et livrer comme on a pu le faire avec les quantités et les évolutions que vous avez vues, j'ai retenu 5 points. Le premier, c'est dans une période de crise, vous testez en live la robustesse de vos processus supply chain qui sont ou pas en place. Je pense que nous, si on a réussi à livrer autant, c'est parce qu'on avait déjà des processus supply chain en toute humilité qui étaient déjà assez robustes et qui ont fait le socle de la gestion de crise. Je pense que deuxièmement, effectivement, une gestion de crise ne tolère pas des données qui ne sont pas automatisées, puisque sinon, vous repartez dans des analyses, vous vous reposez des questions et vous n'avez pas le temps de faire ça en gestion de crise. Donc, vraiment, l'automatisation de la donnée est vraiment structurante. L'animation des équipes et le maintien de leur motivation a été un point très important. Et d'ailleurs, à ce sujet, une des plus grandes satisfactions a été d'avoir un de mes planeurs qui m'a dit au moment où il changeait de job que finalement, son meilleur moment dans la supply chain Panzani avait été la crise du Covid. Donc, alors que je pensais qu'ils étaient tous épuisés et rasés de cette gestion de crise qui a duré des semaines, il m'a dit que ça avait été son plus beau moment parce que justement, il y avait une animation, une envie collective qui était juste fantastique. Un autre point vraiment capital qui a été la confiance réciproque entre les parties prenantes. Je vous ai parlé des fournisseurs, de Panzani et de nos clients, et même à l'intérieur de la société, effectivement, entre l'ensemble des services. À un moment donné, on s'est fait confiance, et on s'est dit que oui, on validait des décisions parce qu'on avait confiance les uns en les autres et que c'était le bon choix. Et cette confiance a nourri notre capacité à prendre des décisions rapides et à en assumer les résultats et les conséquences. Et vraiment, je pense que ça a resserré l'ensemble du CODIR, mais aussi tous nos équipes, quelles qu'elles soient. Et je pense que ça a rendu la société dans son ensemble beaucoup plus solide, beaucoup plus solidaire et beaucoup plus enthousiasmée, je dirais, et motivée pour travailler ensemble et réussir.